le podcast de François René. Cette émission vous est présentée par le Voyagiste de Québec et Voyage USA. Showbiz, voyage et nostalgie. De Québec, de Floride ou d'ailleurs dans le monde, voici François René. Bonjour, bienvenue mesdames, messieurs. Le 6 mars aujourd'hui, il y a plusieurs anniversaires. Si c'est votre fête à vous, alors évidemment, bon anniversaire. Mais dans les gens plus connus, disons, David Gilmour, le gars de Pink Floyd, 79 ans aujourd'hui. Pink Floyd, qui est un groupe culte. Ils ont joué partout dans le monde entier, y compris à Montréal, y compris à Québec, y compris chez nous. Pink Floyd, ça a été pour toute une génération des musiciens absolument extraordinaires, et David Gilmour en particulier, évidemment. On ne peut pas passer à côté de son anniversaire aujourd'hui. Il a déjà 79 ans. Un autre groupe québécois, celui-là, elle était la chanteuse de ce groupe, sorti en 1974 avec des ventes de disques incroyables, plus de 300 000 copies vendues de leur premier album. Je parle de Beau Dommage, donc de Marie-Michel Desrosiers, la chanteuse du groupe, qui avait une voix superbe, qui en a toujours une, qui chante toujours. Elle fait des spectacles dans le temps des fêtes, entre autres de Noël, que j'ai déjà vu, absolument magnifique. Elle a 75 ans. Tout le monde vieillit, même Marie-Michel, ça se passe bien pour elle, cependant, au niveau de la vie, de la santé. Martin Larocque, notre humoriste, a 52 ans. Et Yves Bolduc, qui fut ministre de la Santé, médecin généraliste fort apprécié à la clinique médicale Sainte-Foy. Je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps, toujours en bonne forme, toujours fier de ses idées. C'est un gars qui a des idées bien arrêtées et qui n'a pas peur. Souvent, on le voit à la télévision, dans tous les problèmes que connaît le ministère de la Santé. Il est de temps en temps demandé pour donner son opinion. Et comme il me disait, c'était à la soirée Sœur Angèle, au Parmesan, un peu avant les fêtes. Cette année, il était un des invités donateurs sur place. Et je lui disais, vous venez de passer à la télé, puis vous avez bien expliqué les choses. Il dit, je dis toujours ce que je pense. Sinon que les journalistes ne m'appellent pas. Si on m'appelle, c'est pour avoir mon opinion. Moi, je dis ce que je pense. J'avais trouvé ça bien, un gars qui est très franc dans son idée. Pas de ligne de parti ou parce qu'il était d'un autre parti avant ou quoi que ce soit. Il dit ce qu'il pense de la situation actuelle. En tout cas, il a 68 ans aujourd'hui, bientôt à la retraite, Yves Bolduc, ancien ministre de la Santé. Et le 6 mars, on ne pourra, en tout cas moi, je n'oublie jamais qu'il y a bien longtemps avant nous, il y a presque 600 ans, naissait, on dit souvent Florence, mais en réalité c'est Caprese, exactement, en Toscane. Un homme quand même très connu à Florence, un Florentin qui est le plus beau symbole, vraiment, là, de la Renaissance italienne. Le père de la Renaissance, celui qui a mis tout ce monde-là en marche, c'est Leonardo da Vinci, bien sûr. Mais le plus grand artiste de cette époque, le maître incontesté de la Renaissance italienne, certainement M. Buonarroti, on ne l'appelle pas souvent comme ça, c'est Michel-Ange. Michelangelo Buonarroti, né le 6 mars 1475, pour ça je dis ça fait 600 ans passés. Il est mort en 1569, 1564. Il avait 89 ans quand il est mort, au moment où il finit la fameuse coupole de ce qu'on appelle la coupole de Michel-Ange, de la basilique de Rome. Avec la santé du pape si fragile actuellement, on peut se demander si on ne verra pas bientôt à nouveau les grandes œuvres de Michel-Ange, parce qu'on en parle beaucoup lorsqu'il y a un événement à Rome, qu'il y a des messes ou des événements dans la basilique Saint-Pierre. Inévitablement, on voit la coupole, l'œuvre majestueuse
de Michel-Ange. On voit sa Pietà qui est là aussi à l'entrée de la basilique. Et bien sûr, s'il y avait malheureusement une élection parce que le pape démissionne, parce que sa santé n'est plus assez forte pour continuer son travail et qu'il y aurait élection papale, alors on verra les cardinaux se recueillir dans la chapelle Sistine, toute décorée de l'œuvre de Michel-Ange avec le plafond majestueux, avec la création de Dieu, avec sa fresque tout au bout de la chapelle, le jugement dernier. Alors quand on parle de la chapelle Sistine, on pense tout de suite à ces 4 années de sa vie qu'il avait données pour créer les décorations, les peintures de la chapelle Sistine, le plafond, bien sûr, et sa fresque du jugement dernier. C'était il était jeune, dans la trentaine, entre 1508 et 1512. Elle a été terminée en 1512, la chapelle Sistine, et qui est le lieu du conclave. Quand il y a l'élection du pape, eh bien, ils sont enfermés, conclavés, avec la clé, dans la chapelle Sistine. Alors, c'est pour ça que je dis que il se peut que on ne le souhaite pas, mais dans les prochaines semaines, prochains mois, on ait à revoir sur toutes les télévisions du monde les œuvres de Michel-Ange, puisque l'élection du pape, le conclave, a toujours lieu dans la chapelle Sistine. Alors, des hommes importants, il faut ne jamais les oublier. Michel-Ange a été le maître incontesté de toute l'époque de la Renaissance italienne. Ça aurait été son anniversaire aujourd'hui, mais il est né le 6 mars. Ne l'oublions pas. Et rapidement, pour passer à autre chose, on a un auteur invité aujourd'hui, M. Alain Massot, qui va vous raconter sa vie et son livre autobiographique. Et nous avons également une représentante de Croisière Europe, parce que nous allons parler voyage aujourd'hui, croisière en Europe sur des bateaux à grandeur humaine. Alors, voilà nos 2 invités principaux. Tout de suite, dans un moment après la pause, je vous rappelle cependant que le 6 mars 1899 est arrivé sur le marché, pour la première journée, un médicament que Bayer a mis sur le marché. Vous vous souvenez, hein? Quand j'étais jeune, il disait Bayer, comme en forme de croix. Sur les pilules Bayer, c'était l'aspirine. On en a tous pris, on en a tous eu besoin, et spécialement encore plus dans l'autre génération, on prenait tous de l'aspirine aussitôt qu'il arrivait un petit malaise. Eh bien, l'aspirine est née un 6 mars en 1899, la première aspirine qui est sortie sur le marché. OK, on arrête pour la pause. Et au retour, on poursuit l'émission. On poursuit l'émission, cette fois en vous proposant un auteur. On n'a pas eu l'occasion beaucoup, dans notre série ici en Floride cet hiver, d'avoir un auteur, d'autant plus qu'il est un snowbird lui-même. Il a choisi, dans les dernières années, de venir vivre en Floride. Alors, comme il y a réédition de son livre « Transmortem mémorise » chez Eddy Livre, on l'a invité à venir nous rencontrer. M. Alain Massot est avec nous, professeur, et surtout un homme qui a choisi le Québec pour vivre la majorité de sa vie, bien qu'il soit né en Bretagne, qu'il soit un Breton natif de Saint-Malo. Bonjour, M. Massot. Bonjour, je vous remercie de votre accueil. Bien, merci d'être venu nous voir, de nous avoir apporté votre livre. La vie est une expérience extrême. On ne sait pas ce qui nous pend au bout du nez. Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque instant, la mort rôde, et ça peut nous arriver en n'importe quel moment, n'importe quand. Et c'est un petit peu la ligne, si vous voulez, du départ de votre écrit. Oui, d'où le titre Transmortem. Transmortem, c'est vivre après avoir frôlé la mort. Voilà. Et ça vous est arrivé personnellement à plusieurs reprises. Et oui. Alors, je ne crois pas au destin, je ne crois pas à la main de Dieu.
comme un certain président ou à l'époque un certain Claude Ryan. Oui. Je crois plutôt au hasard, au destin. Le destin, c'est la rencontre d'événements inattendus qui dépendent de la chance, des probabilités. Étant agnostique, je ne crois pas à la main de Dieu. Bon. Mais vous avez forcé un peu le destin, Alain, quand même. Quand on lit votre livre... C'est la vie. C'est la qui vie. vous a amené partout à travers le monde. D'ailleurs, vous avez voyagé beaucoup. Ouais. Et Transmortem peut se décliner de diverses façons. Par exemple, la dévastation. La dévastation après un déluge, après des incendies, une inondation, des feux de forêt. Le bombardement, des bombardements. La guerre, oui. Évidemment. Ouais. Comment vivre après? C'est loin d'être évident. Mais c'est toujours la disparition subite. C'est la disparition. Et puis des fois, la disparition volontaire, j'évoque l'affaire de Mirabel, parce que c'est un cas assez unique où là, c'est le gouvernement qui avait décidé pour nous. On décide volontairement de démolir quelque chose. Et... l'expropriation de toutes ces maisons, de ces fermes, de ces gens, de ces familles qui ont dû quitter. C'était M. Trudeau, le père à l'époque, qui voulait avoir un grand aéroport. Et finalement, ça n'a donné rien au bout du compte. Ça n'a rien donné et on est pris maintenant avec un aéroport d'Orval, un aéroport du tiers-monde. Dépassé, oui. Dépassé, qu'il faudra dans 20 ans reconstruire probablement un autre aéroport. Ce sera une autre génération qui s'en occupera. Ouais. Et le pire dans tout ça, M. Massot, c'est que cet aéroport qui est déjà dépassé et qu'il faudra reconstruire s'appelle Trudeau. Oui, ça c'est l'ironie de l'histoire. L'ironie de l'histoire. Et Transmortem, c'est aussi la dissolution des pratiques religieuses, par exemple. On connaît la vie a beaucoup changé, surtout au Québec. Qu'on connaît dans certains pays. La dissolution de la famille traditionnelle, la dissolution de l'école. Nos traditions aussi qui ont changé. Les traditions. Et, mais le fil conducteur, comme vous le disiez, le fil conducteur, c'est la disparition. Voilà. C'est d'ailleurs le point de départ de mes mémoires. Guy Rocher me disait après la première édition, c'est un genre de biographie. Un genre de biographie parce que ce n'est pas un style linéaire habituel. C'est un assemblage de textes. Un assemblage de textes plus ou moins longs sur des épisodes de ma vie. Ce qui veut dire qu'on peut le lire par la fin, par le début, ou par le commencement, le milieu. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Et ce n'est pas non plus chronologique. Non, pas nécessairement. Mais le point de départ, c'est une disparition lors d'une fugue que j'ai faite quand j'étais mineur, d'où le titre « Fugue en mineur », où j'ai quitté l'école un midi comme ça, en pleine année scolaire, et je me suis dit, je pars en Espagne. Vous l'expliquez d'ailleurs, votre coup de tête. Là, absolument. Sans argent, sans équipement. Sans même des papiers officiels. Sans papier d'identité, sans argent, et un manteau, une paire de bottes de montagne. Est-ce qu'on disait déjà à l'époque SDF ou sans domicile fixe? Ah, ben ça, oui, ça existait. Ça existait déjà, l'expression. Oui. Mais c'est un coup de tête planifié, cependant. Je connaissais un passage pour passer en Espagne par les montagnes. On avait fait un camp scout quelques années auparavant, et l'été, nous étions montés à la frontière France-Espagne, à 3000 mètres d'altitude. Sauf que je suis parti au mois de novembre, et là, le col par où j'étais passé... le col de Troumousse? Le cirque de Troumousse. C'est un cirque magnifique, à côté du cirque de Gavarnie. Ah ouais. Dont les sommets atteignent 3000 mètres. Et il y a un passage que je connaissais, sauf que là, c'était au mois de novembre et la paroi était glacée. Donc,
C'est le choix que vous avez fait pour votre page, pour la pochette du livre. On voit la montagne, on voit le col ici. Absolument. Là. C'est la photo du col qui s'élève à 3000 mètres d'altitude. Voilà. Et en novembre, la paroi était glacée. Donc, chaque marche, je devais sculpter chaque marche dans la paroi pour monter. Aucune chute était envisageable, c'était mortel. Encore une fois, ça aurait été, la disparition mortel. Qui vous pend au bout Mais du ce qui nez. se passe, ce qui est incroyable et invraisemblable, c'est qu'au sommet de la montagne, je ne sais pas si c'est dû à la hauteur ou à la fatigue, j'ai décidé de changer d'identité. Je m'appelais plus, j'étais plus français, j'étais anglais. Je m'appelais Jonathan Baldwin et je parlais plus français, etc. Je voulais recommencer ma vie à zéro. Et en descendant du côté de l'Espagne, j'avais passé 2 nuits blanches. Je n'avais pas mangé depuis le vendredi matin. Et nous étions le dimanche soir. Le dimanche, en redescendant du côté de l'Espagne, je pense trouver un berger ou une ferme dans les montagnes, quelque chose pour me sauver. Et dans la vallée, je tombe sur une petite maison. C'était un poste de douanier. Oh là là. Comme j'avais pas de le papier, meilleur endroit pour arriver. alors j'ai été évidemment arrêté et mon stratagème de touriste anglais ne fonctionnait pas. Et Ils ne vous ont pas cru, la prison alors. Et j'ai été arrêté et j'ai passé un mois en prison en Espagne. Ça commençait bien le départ, Alain? Alors à 17 ans en plus. C'est le point d'origine de mes transmortem. Parce qu'à l'époque, je me disais qu'il fallait que j'écrive cet épisode-là à un moment donné. Oui. Et c'est ça qui m'a amené à écrire mes mémoires. Et ça s'est enchaîné comme ça. Parce qu'il n'y a pas eu que cette histoire. Il y en a eu plein d'autres. Assez pour remplir le livre au complet par différents chapitres. Vous avez fait le tour du monde, vous avez voyagé beaucoup. Votre fille ayant... étudié ou séjourné en Chine, vous vous êtes retrouvé là-bas à Shanghai? Absolument, oui. Il m'est arrivé à Shanghai, d'ailleurs, une expérience un peu troublante sur la grande avenue de Shanghai, que vous connaissez probablement. J'étais abordé par un groupe de jeunes étudiants, et puis très sympathiques, on parle, etc. Et il me propose de découvrir une galerie. On rentre dans un immeuble. Je vois aucune annonce. On rentre dans un ascenseur. Je suis tout seul avec 3-4 étudiants chinois. Je me dis, je ne sais pas où est-ce que je m'en vais là. Alors, au moment où les portes se ferment, j'ai quitté l'ascenseur et ils sont restés dans l'ascenseur. Eux, ils sont montés, moi, je suis sorti, ne sachant pas où j'allais me retrouver. Sûr, mais c'est incroyable. C'est rocambolesque, votre histoire. C'est un autre épisode qui aurait pu être fatal. C'est ma découverte de la Manic. Je voulais absolument voir la Manic et des amis m'ont prêté une Volkswagen. Et en redescendant du barrage à la Brunante, j'ai dérapé. Les tonneaux. J'ai dérapé. Dans le ravin. C'était la première fois que je conduisais sur la gravelle, d'une part. Et pourtant, je ne suis pas un fou de la vitesse, mais j'ai dérapé. Je suis tombé dans un ravin. Et là, la Vaux, c'était une perte totale. Les 4 roues en l'air, le capot sur une grosse roche. Et par miracle, mais j'ai dit que je ne croyais pas à la main de Dieu, j'ai été éjecté par la lunette arrière. In extremis, disons-le comme ça. Vous avez réussi à passer j'ai été éjecté par la lunette arrière. À moitié éjecté, pas coincé, par la lunette arrière d'une Vaux. C'est une chance inouïe. Alors, je raconte la suite de l'épisode parce que c'est assez comique. Mais je laisse au lecteur de découvrir. Mais toutes ces histoires,
ont le même fil conducteur. C'est toujours cette mort qui rôde tout autour de vous, qui avez eu toutes sortes d'aventures, qui auraient pu vous faire décéder. Et vous avez toujours passé à travers pendant toutes ces années. Oui, oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Oui, des épisodes plus ou moins pathétiques. Tous en même temps, ce serait invivable, mais l'un après l'autre, on s'en sort. Vous en êtes sorti, évidemment, mais c'est ça qui est intéressant, que vous puissiez, comme vous êtes professeur, avoir la qualité de pouvoir écrire, malgré que c'est, vous me disiez, une certaine difficulté. C'est pas si aisément que vous écrivez? Non, j'ai de la difficulté à écrire. À chaque fois que je commence un texte, je pense que ce sera facile. Et pourtant, vous en avez fait beaucoup, hein? Vous avez beaucoup écrit. Un peu, mais pour moi, c'est difficile. Ça me prend toujours une dizaine de versions pour que je sois satisfait. Ce risque qui vous pend toujours au bout du nez, la mort qui peut arriver à n'importe quel moment, c'est presque de famille. Vous êtes de Saint-Malo, donc... breton d'origine et non français, comme vous le dites. C'est important pour les Bretons. Ils sont d'abord de Bretagne avant d'être de la France. Parce que votre père aussi a vécu des choses extraordinaires. Il a fait partie de l'armée française. Il s'est battu dans la bataille de Verdun. Enfin, il a frôlé la mort lui aussi. Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, je commence par ce paragraphe, cet épisode. Il a été mis en joue par un Allemand. Donc, prêt à mourir. Là, après, quand on est en joue, quelques secondes, c'est pas loin. Et son fusil mitrailleur a tiré plus rapidement, et donc il s'en est sauvé. Si bien que j'aurais pas dû naître, en fait. Oui. C'est comme ça que vous commencez votre livre, en disant naître. Ne pas naître. Ne pas naître. Ne pas naître. Voilà un hasard extraordinaire. Déjà, vous auriez pu, par la mort comme ça de votre père rapidement, ne pas pouvoir vivre. C'est quand même déjà un destin, là. Eh oui, oui. Alors, il s'en est sorti, son frère... Puis il a fait les deux guerres. Je pense qu'il est revenu au deuxième conflit. Oui, comme il aussi. était officier, il a été fait prisonnier à la Deuxième Guerre. Donc, ça fait 4 plus 4, ça fait 8 ans de guerre. Donc, on peut comprendre les traumatismes. Il a eu la Légion d'honneur, je crois aussi. Oui, oui, parce qu'il est monté à l'assaut de l'ennemi. Mais enfin, c'est une maigre récompense par rapport pour tout ce qu'il a su faire, absolument. Au risque de la vie. Quoi. Mais comment a-t-il réagi? Il n'a pas eu le choix, vous avez décidé. C'est une fugue que vous avez faite à 17 ans quand vous traversez le col et que vous passez par l'Espagne. Lui... il ne vous donne pas sa bénédiction, là. Vous partez par vous-même sans lui dire. Comment? J'ai disparu pendant un mois. Interpol me cherchait, tout le monde me cherchait. J'étais bien planqué en Espagne, dans une prison, donc personne ne savait où j'étais. Oui, c'était pas les communications comme aujourd'hui. J'ai écrit au consul de France pour, à un moment donné, là, pour savoir ce qui se passait, là. À ce moment-là, on est après la guerre, parce que vous êtes bébé boomer, comme moi, donc né après la guerre. C'est donc la période franquiste, là-bas. Oui. Donc, c'est pas facile de vivre en Espagne non plus. Oui, c'était communiste. Assez... De toute façon, la prison, c'est jamais agréable. C'est pas un luxe. Oui. Mais comme je ne savais pas ce qui se passait, j'avais aucune nouvelle. J'avais rien fait, si ce n'est que faire un exploit physique, passer la frontière, mais j'avais pas de papier. Oui. Donc on m'a pris pour je sais qui, moi. Oui. Et on devait être très sévère aussi après la guerre, quand on changeait de pays. J'ai été refoulé à la frontière française et quand j'ai expliqué mon histoire, les douaniers français ne me croyaient pas. C'était assez invraisemblable. Alors c'est l'origine de mes mémoires transmortem. Et puis Mémorise vient c'est un clin d'œil à Jean Baudrillard, un philosophe
que j'ai connu longuement, des années 80 jusqu'à sa mort. Oui, qui est un Québécois. Non, non, c'est un Français. Ah, c'est un Français. Jean Baudrillard, oui? un philosophe que je considère être des plus importants pour comprendre notre monde moderne. Ça prend bien un Français pour appeler les mémoires Memories. Il a publié une série de livres sous le titre Cool Memories. Ah oui, c'est ce qui vous a influencé. Un peu d'ailleurs dans le format que j'ai adopté là, des courts textes sur la vie, le monde, l'actualité. Et donc, Transmortem, Memories, ça allait ensemble. Ça allait ensemble. Ça faisait pour cette ligne conductrice dont on parle, c'est-à-dire que la mort peut nous arriver rapidement à n'importe quel moment. Ça faisait un bon titre. Oui, Et qui vous amène au Québec? Parce que vous arrivez ici dans les années 70. On est en pleine révolution tranquille. On est dans le nationalisme. On s'en va vers le Parti québécois par M. Lévesque qui est là. Et c'est à ce moment-là que vous arrivez ici, jeune homme encore. Oui, j'arrive ici comme étudiant à Moncton. À Moncton, l'année de l'Acadie. Ah bon? 72, 73? 68, 69. Ah bon? Au moment des événements à Moncton, la fameuse grève, la tête de cochon, etc. Et donc, je tombe en plein dans le microcosme du Canada, la rivalité, les difficultés des francophones au Nouveau-Brunswick, les manifestations. C'était une bonne initiation. J'ai compris assez vite. Vous ne le faites jamais facile. Oui, mais j'étais venu quand même avec bonne volonté. J'étais venu avec le livre de Trudeau dans ma valise, le père. Pierre Elliott. Oui, et suite à la grève... Qui était le nouveau premier ministre à cette époque. Qui venait d'être élu nouveau premier ministre. En 68, oui. Et suite aux événements de Moncton, qui ont été très durs, il y avait une occupation des étudiants pendant un mois. À la fin, les étudiants ont perdu. Ce qui était remarquable, c'est que les étudiants revendiquaient de l'enseignement, revendiquaient de l'argent, revendiquaient des ressources, alors que 68 en France, c'était pour démolir tout ça, les institutions. Mais 68, c'était très différent ici, le mouvement des étudiants, particulièrement à Moncton. Et à la fin de cette crise, le département a été fermé. Ils ont renvoyé 7 professeurs. Et les étudiants qui étaient en sciences sociales, dont je faisais partie, ont été renvoyés. Et c'est dans ce contexte-là que Pierre Elliott Trudeau a reçu un doctorat honorifique à l'Université de Moncton en vantant les qualités extraordinaires du multiculturalisme au Nouveau-Brunswick. Donc j'étais tombé dans la soupe, là, bien comme il faut, pour comprendre... les relations difficiles. Et vous êtes devenu professeur, sociologue de profession. Alors là, j'ai eu... À Québec, à ce moment-là, cependant, à l'Université Laval. J'ai fait mon doctorat à l'Université de Montréal. J'ai eu le privilège de collaborer avec Guy Rocher. C'est là que vous l'avez connu. Qui était votre mentor, vraiment un homme qui vous a dirigé. Et j'ai fait ma thèse avec lui. Et donc j'ai eu le privilège de... Un grand Québécois. Collaborer avec une personnalité d'exception, dont... Pierre Duchesne vient de publier une magistrale biographie. Vous connaissez certainement Pierre Duchesne. Oui. Et d'ailleurs, dans mes Memories, je réagis au 2e volume de la biographie de Guy Rocher sur un certain nombre de points. C'est une discussion sur un certain nombre de points. Guy Rocher qui fêtera son 101e anniversaire en avril prochain. Les centenaires. Centenaire. Et vous le citez, il parle également de votre livre dans Oui, il m'avait manuscrit, encouragé, à la première édition, il m'avait encouragé à poursuivre ce type d'écriture, ce genre d'autobiographie. Mais ce n'est pas lui qui fait la préface, cependant.
Non, c'est un ancien assistant, Denis Perron. C'est une très belle préface. Il a très bien compris l'esprit de ses mémoires. Et il y a aussi un commentaire d'une dame qui correspond bien à l'esprit de ce texte. Elle dit c'est un livre qui va au-delà de la connaissance que l'on a de soi. C'est-à-dire que en fait, c'est pas ma vie qui est intéressante, c'est ce qu'elle porte de l'universel. On s'y reconnaît tous. On peut s'y reconnaître absolument dans des différents épisodes que tout le monde vit, je pense, à un moment donné, des épisodes dramatiques, des épisodes limites, des épisodes... je pense que beaucoup de monde vivent ces expériences limites. Oui. Mais dans votre cas, il y en a eu plusieurs, disons-le. Qu'est-ce qui vous emmène en Floride? Vous êtes un snowbird, vous venez ici depuis des années. Alors, il y a eu Moncton, il y a eu Montréal, où vous avez étudié, Québec, où vous avez travaillé à l'université, et puis l'hiver, des mois de retraite en Floride. Alors là, c'est encore un hasard de la vie. De destin. J'ai bien connu Michel Chartrand. Le syndicaliste. C'est ça. Par des circonstances très précises, il avait fait campagne contre Lucien Bouchard en 1998 sur le slogan « Pauvreté zéro ». Voilà. Et Lucien Bouchard voulait avoir le déficit zéro. Lui voulait le déficit zéro. Confrontation brutale, évidemment. Or, moi, je travaillais... Alors, pour arriver à la pauvreté zéro, la politique que préconisait Michel Chartrand, c'était le revenu de citoyenneté inconditionnel, universel. Et moi, je travaillais sur cette question-là dans mon cours Éducation et milieux défavorisés depuis plusieurs années. Donc, je l'ai invité dans mon cours et c'est comme ça qu'on s'est croisés et que je l'ai bien connu les 10 dernières années de sa vie. Or, à son décès, j'ai croisé plus longuement son biographe et secrétaire général, Fernand Foisy, qui lui venait souvent en Floride. Ah, c'est lui qui vous a amené. Il m'a invité un jour en Floride. Moi, la Floride, pour moi, c'était une abstraction avec plein de préjugés. Et il m'a fait le tour de la Floride, côte Est et côte Ouest. Et vous avez aimé, vous avez découvert qu'il n'y avait pas que les plages et les boutiques de souvenirs. Et du fast-food. Je suis tombé de ma chaise, en fait. Parce que vous avez été surpris. J'étais extrêmement surpris de tout ce qu'il y avait en Floride au niveau des arts, des spectacles, du mode Et vous de vous vie. êtes attaché à la région. Et en plus, comme je deviens vieux, je suis frileux, alors... une autre bonne raison. The Ocean, ici, est chaud. Donc, étant né au bord de la mer, j'en profite ici beaucoup de l'océan. De l'océan, vous aimez la mer, absolument. Alors, ce livre est chez Édilivre, c'est votre éditeur, qui a édité d'ailleurs plusieurs ouvrages, et c'est assez facile de se le procurer par, justement, le site Internet et par l'éditeur directement. Directement chez Édilivre, on trouve, il est disponible actuellement. Bon. Voilà. Est-ce qu'il y aura une suite un jour, Alain Massot, de votre vie? D'autres écrits? Oui, mais actuellement, je suis en HR, alors je ne peux rien promettre, je ne sais pas ce qui est... Je ne parle absolument pas de mon expérience d'enseignement, par exemple, dans ce livre-là, alors que j'ai enseigné toute ma vie, depuis bizarrement le collège jusqu'à ma retraite. Mais je ne sais pas la suite, je ne connais pas la suite. En tout cas, c'est fort intéressant. Transmortem Memories, une réédition augmentée chez Édilivre. Alain Massot, vous êtes
d'origine bretonne, je l'ai dit tantôt, et vous êtes le premier maçon à être arrivé au Québec. Et oui, quand je suis arrivé, je pense qu'il n'y avait qu'un seul masso. D'ailleurs, j'avais jamais vu le mot masso dans massothérapie. Mais maintenant, nous sommes 4. Il y a ma fille et 2 petites filles. Alors, je suis bien implanté maintenant. Ben oui, les massos sont de retour. Il y avait déjà des Thomassins. Oui, c'est un peu la même origine. Lignée, même origine, mais il n'y a pas de masso. Il n'y en avait beaucoup. pas à l'époque. Donc, les gens vont se souvenir facilement. Voilà. Et le titre, c'est Transmortem Memories. Et c'est un assemblage d'expériences vécues par M. Massot au fil de sa vie. Il a frôlé très souvent la mort, comme nous tous, peut-être ça peut nous être arrivé. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que finalement, on peut se retrouver dans ce que vous racontez, dans votre vie à vous. Alors, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Fort intéressant. À la prochaine, peut-être, pour un autre livre ou une autre discussion à bâton rompu. Absolument. Merci beaucoup, Alain. Bien. Je vous remercie. Monsieur Alain Massot, donc, son livre avec les montagnes, le col, et toute son histoire, son escapade à l'âge de 17 ans, et toutes ses aventures racontées dans cette autobiographie qui s'appelle Transmortem Memories. On fait une pause là-dessus, mesdames, messieurs. On poursuit dans un moment notre émission de ce matin à Télémag. On est de retour à l'émission. Nous allons parler voyage dans les prochaines minutes. Ça me fait bien plaisir parce que j'aime beaucoup la compagnie Croisière Europe. Et cette société française qui existe depuis plus de 50 ans, nous avons l'occasion, le Voyagiste de Québec et ici même, Voyagiste USA où nous sommes en Floride, on a envoyé beaucoup d'Américains même chez Croisière Europe. Ils ont une clientèle vraiment internationale et très, très bien classée. Une très belle cote d'appréciation du public qui a l'habitude de voyager avec eux. Alors peut-être qu'aujourd'hui, si vous les connaissez moins, même si j'en ai parlé souvent dans mes émissions, vous pourrez en savoir un peu plus. Et nous avons demandé à la déléguée commerciale du Québec pour Croisière Europe, Mme Julie Golding, d'être avec nous et puis de venir faire une petite conversation, histoire de mieux vous renseigner sur Croisière Europe. On va aller la retrouver à Montréal. Oui, bonjour Julie. Bonjour, bonjour. Et bienvenue d'abord en Floride, parce que nous, on est encore là, même si on est entendu dans tout le Québec. On diffuse exceptionnellement pour encore quelques jours depuis la Floride. On y a passé l'hiver. Et vous la connaissez bien aussi, la Floride, j'imagine, parce que vous avez été aussi chez Vacances Air Canada. Vous avez de nombreuses années d'expérience dans le voyage. Oui, en fait, j'ai commencé dans le voyage en 1999 alors. Oui. Ah, mon Dieu, oui. Alors, vous n'êtes pas une débutante, le moins que l'on puisse dire. Et c'est un domaine fascinant, le voyage. Et se joindre à Croisière Europe, ça devait être aussi assez excitant pour vous. Oui, absolument. En fait, moi, j'ai touché un peu de tout. Alors, j'ai vécu dans les Caraïbes pendant 6 ans en tant que représentante chez Vacances Transat, principalement. Ensuite, je suis revenue au Québec, puis j'ai travaillé pour des hôtels où notre bureau mère était à Miami, en fait. Et puis, oui. Et puis, c'est ça. Puis, en fait, j'avais jamais touché... J'adore les croisières. J'ai fait beaucoup, beaucoup de croisières. Mais j'avais jamais touché à ça, à part chez Vacances Air Canada, où on vendait aussi des croisières. Mais sinon, ouais, non, c'est ça. Alors, c'est excitant. Et puis, je trouvais justement que Croisière Europe, c'était un match parfait. En fait, c'est un match parfait pour le Québec, en étant une compagnie française, bien sûr. Alors, oui, je suis vraiment contente de mon changement. Bienvenue avec eux et je suis sûr que vous allez connaître aussi des années de très grand succès. Évidemment, la croisière fluviale, ça n'a rien à voir avec les croisières que les gens connaissent en général. Ce sera peut-être la première chose à expliquer à ceux qui n'ont jamais vécu cette expérience qui est formidable et qui est unique aussi.
Exactement. Oui, en fait, c'est vraiment différent, mais j'ai eu la chance d'expérimenter en décembre quelques croisières et j'ai eu la chance de voir 17 bateaux en quelques jours. Alors, c'est vraiment une super façon de visiter l'Europe. J'ai fait beaucoup moi-même de voyages en Europe et conduire, le stress de conduire en Europe, de se déplacer d'un endroit à l'autre. Alors, c'est vraiment de visiter l'Europe, un secteur de l'Europe, d'avoir en fait son hôtel, si on veut, tout inclus. On ne défait pas nos valises, on sort du bateau comme on le veut dans les différentes destinations et on part pour la journée en excursion ou se balader. On retourne au bateau pour pouvoir manger, boire un coup, juste relaxer. En fait, c'est vraiment un tout inclus, pension complète avec nourriture, boisson et vous avez votre chambre qui vous attend. Alors, c'est vraiment un, c'est vraiment la meilleure façon, selon moi, de visiter l'Europe sans le stress qui vient avec les voyagements en auto ou en bus, Oui, etc. absolument. Et puis, c'est la qualité, le confort Mhm. de ces navires à grandeur humaine, appelons ça comme ça, parce Exact. que on n'est pas si nombreux à bord d'un fluvial. Non. En fait, nos plus petits, c'est les péniches. Alors, on Oui. a des péniches qui sont de maximum 22 passagers, qui sont sur les canaux en Europe, alors en France et en Belgique. Et on a ensuite les croisières fluviales qui vont jusqu'à du 197 passagers maximum, et ce sont nos plus gros, qui sont à 3 ponts. Sinon, on va toujours environ entre 80 et 140 passagers environ par croisière fluviale qui Hmm. sont sur 2 ou 3 ponts. Et en dernier, on a aussi nos croisières maritimes qui sont des petits bateaux de croisière, mais qui longent les côtes de l'Europe et qui ont un maximum de 197 passagers pour la baie de l'Adriatique. Ouais. Donc, ça nous assure, comme voyageurs, d'avoir vraiment un service particulier, une attention particulière aussi. Gastronomie, évidemment, c'est du 5 étoiles. On mange très, très bien parce que on n'a pas à faire de la cuisine industrielle. Exactement. Hein? Non, C'est absolument. En fait, vraiment... on peut vous assurer que vous allez prendre quelques kilos. Oui, c'est sûr. C'est sûr. On y mange très, très Modérément. bien. Oui. Oui, oui, Et les on y... chefs, Ouais. mhm, On parle chefs français en français. plus. Mhm. Ah Ça, oui, c'est c'est une très, très compagnie bien. française, exactement. Le bureau chef est à Strasbourg, en Alsace, qui a été fondé en 1976. Alors oui, le chef au-dessus de tous les chefs dans les croisières est de renommée mondiale. Alors oui, on mange très bien, fine gastronomie française à bord de Croisière Europe. Ouais. Les bateaux, ben, il y en a toutes sortes. Vous avez parlé des péniches. Par exemple, nous, on va faire un navire en Afrique australe, vous savez. 8 cabines. Alors, on est 16 personnes à bord. On a lisé, le voyagiste, ce petit bateau. Alors, ça, c'est un autre exemple de croisière tout à fait particulière que vous offrez chez Croisière Europe. Oui, absolument. Alors oui, l'Afrique australe, c'est vraiment quelque chose de spécial. Alors, on a un safari croisière. Mhm. Alors, c'est un mix, en fait, du bateau, comme vous avez dit, qui a 8 cabines, qui est un bateau premium, alors très luxueux. Et ensuite de ça, les lodges où vous êtes, fait que c'est un combiné de croisière et lodge. Alors, lorsque vous logez dans les lodges, qui sont aussi propriétés de Croisière Europe. Alors, le circuit de l'Afrique australe est très intéressant et qui combine bien sûr des excursions en safari, etc. Alors, c'est vraiment sublime. Oui, j'ai bien hâte de l'essayer. Donc, on a 8 cabines. Donc, Mhm. nous partons 16 avec, même si on est sur un navire de Croisière Europe, on aura aussi le plaisir de faire du 4x4 puis d'aller Mhm. dans le Exactement. safari et tout ça. C'est un beau mélange. Ça, c'est vraiment un beau produit. Vous en avez beaucoup au cours des dernières années que vous avez réinventé parce que c'est une compagnie qui a su se renouveler continuellement. Ça, c'est très beau Exactement. aussi, c'est digne de mention. Oui.
En fait, c'est ça, quand ils ont commencé en 1976, ils avaient l'exclusivité sur le Rhin. Alors, c'est comme ça qu'ils ont commencé, qui était de Strasbourg, en fait. Et puis après, ben, ils ont grandi. CroisiEurope a maintenant 50 bateaux et on en a un petit peu plus dépendamment sur certaines destinations où on a lease des bateaux. Mais celui de l'Afrique a été ajouté aussi, comme vous dites, c'est un safari croisière. Alors ça inclut les excursions en 4x4, vous avez les séjours dans les lodges avec piscine privée et vous avez le bateau. On a aussi un sur l'Égypte, alors sur le Nil, alors, qui est très intéressant. Alors, on a une croisière fluviale sur le Nil avec extension possible sur le Caire. Et on a aussi ce qui s'est ajouté récemment, c'est dans les dernières années, pardon, c'est sur le Mékong en Asie. Alors, et on a les bateaux maritimes qui font les croisières côtières. Alors, on a la Croatie, Monténégro, la Sicile, en Italie, Malte. On a aussi le grand tour de la Corse. Et on a quelques itinéraires qui vont du Maroc jusqu'à l'Espagne. Alors, ça fait plusieurs possibilités, en fait, pour les clients à part de l'Europe. Mais c'est immense, évidemment, tout ce que vous avez nommé. Et comme c'est en français, parce que c'est une compagnie, une société française, comme vous l'avez mentionné, c'est un attrait de plus pour nous, les Québécois. Évidemment, parce que plusieurs des gens de notre clientèle ont moins de facilité de s'exprimer en anglais. Alors, c'est une autre assurance pour eux d'avoir une belle vacance. Tout se passe en français. Et il y a des relations depuis longtemps entre les agences du Québec et CroisiEurope. Je pense à M. Michel Grimm, par exemple, qui vient encore prochainement. Là, on aura le plaisir de le rencontrer au Québec dans quelques temps. Sarah, qui travaille avec nous. C'est des gens qui sont là depuis de nombreuses années et avec qui le voyagiste fait beaucoup affaire. C'est bien pour nous d'avoir toujours ces références. Alors, pour vous, c'est sûrement intéressant de les représenter au Québec également. 24 ans qu'il est chez CroisiEurope. Alors, c'est un des vieux. Sarah aussi, ça fait quelques années. Et Michel, justement, me racontait que le voyager, c'était un de ses premiers partenaires lorsqu'il est venu au Québec, je crois, en 2003. Exactement, oui. Exactement. Il est un des piliers de cette compagnie et un ami très près de notre compagnie, effectivement. Et c'est lui, d'ailleurs, qui nous a fait évoluer. Parce qu'au début, comme tout le monde, vous avez parlé du Rhin, ils en avaient l'exclusivité. Bon, c'est très bien. Et puis le Danube. Le Danube demeure la destination la plus populaire au Québec. Mais comme il nous a souvent dit, on a tellement de choses d'autres à vous offrir, comme vous l'avez si bien expliqué. Alors là, on commence, nous aussi, à se diversifier, d'aller un peu partout et d'essayer autre chose. C'est ça la formule qui est formidable avec CroisiEurope. Vous offrez des choses, des produits différents et dans de plus en plus de pays maintenant, comme vous le mentionnez. Alors, c'est des gens qui ont bonne réputation, comme vous d'ailleurs, avec tout ce que vous avez fait dans ce métier. Je peux vous dire qu'ils sont très fiers de vous avoir avec eux. Parce que j'ai eu M. Grimm au téléphone, j'ai parlé avec Sarah, et on m'a dit, elle a toute notre confiance et elle sera une invitée parfaite pour votre émission, pour nous représenter. Alors, ça commence bien une nouvelle entreprise. Oui, non, absolument. En fait, oui, c'est ça. Je suis allée en décembre au bureau de Strasbourg, puis vraiment, j'ai été enchantée par tous les gens qui travaillent pour CroisiEurope. Comme vous dites, un service impeccable, mais aussi à l'extérieur des bateaux. Alors, la relation est très, très humaine et les patrons sont à portée de main, là. Ben absolument. C'est vraiment bien. Quand on choisit d'aller avec CroisiEurope, évidemment, il n'y a pas que sur le navire, on en parle beaucoup à cause de la qualité, donc le confort, le service, la gastronomie, mais vous organisez absolument tout. Ça peut être des hôtels et c'est surtout les excursions. Quelquefois, on peut avoir même 2 arrêts par jour, étant donné que ce sont des plus petits navires, plus faciles pour naviguer. Alors ça aussi, c'est un plus là, pour les voyageurs. Oui, absolument. Puis
il faut absolument réserver les excursions avant la croisière pour être certain de faire les excursions. Premièrement, les gens payent moins cher lorsqu'ils réservent avec vous avant la croisière que sur le bateau. Et en plus, c'est que les excursions sont très populaires, alors il faut les réserver à l'avance pour être certain de tout voir et tout expérimenter. Un autre gros point fort, c'est qu'on garantit les excursions en français. Alors, on a des excursions multilingues, mais on a le français, vu qu'on parle du Québec ici. Alors, le français, si jamais les guides ne parlent pas français sur certaines destinations, alors on aura les petites œillettes là, pour traduire les excursions. Alors, tous les gens peuvent vraiment être confiants que les excursions seront expliquées en français pour eux. Oui. Et puis, il y en a toujours beaucoup, évidemment. On fait plusieurs escales. Est-ce que le Danube demeure encore quand même le produit vedette de la maison? En fait, on a plus de passagers sur le Rhin que sur le Danube Ah à bon? chaque année. Le Rhin est Beaucoup. encore plus populaire que le Danube. Le Rhin et ses affluents, mais le Danube, pour le Québec, est un bijou, là. C'est magnifique, le Danube. Mais globalement, à Globalement, c'est le l'international. Rhin qui est plus populaire. Chez nous, au Oui, exact. Québec, par expérience, nous, évidemment, Mhm, mhm, c'est sur le Danube où nous avons eu le plus de clients depuis toutes ces années, depuis longtemps, mhm, parce mhm. que c'est Vienne, et puis Exactement. on peut aller jusqu'à Prague si on veut par après, et Mhm. bien, on peut faire des beaux circuits. Alors, c'est normal, ce sont des villes avec la Hongrie également, qui demeurent des pays extraordinaires. Oui, absolument. Non, c'est sûr. Pour le Québec, oui, je crois que le Danube passe le Rhin. En fait, on a le Danube aussi et la mer Noire ensemble en combiné, qui est très, très populaire pour le Québec. Alors, c'est sûr que chaque pays a ses préférés, si on veut. Oui. Mais oui, le Danube est un des préférés du Québec. Bon, si on parlait en terminant du divertissement, puisque évidemment, comme ce sont des navires plus petits avec moins de monde, on ne parle pas ici évidemment de la discothèque et puis des bars à chaque pont, bon, etc. Mais il y a quand même de l'animation et souvent par rapport aux pays visités également, parce qu'il y a des gens qui montent à bord et vous offrez également des beaux divertissements, des spectacles à bord. C'est un grand mot, mais oui, non, c'est ça. Alors, ça dépend toujours aussi. C'est sûr qu'il ne faut pas, comme vous avez dit tout à l'heure, Comparé avec les spectacles de comparer. Broadway ou... Exactement. Mais oui, il y aura de l'animation, il y aura le cocktail de bienvenue, il y aura une soirée gala. À tous les soirs, il y aura un peu d'animation et ils vont mentionner à bord quelle est l'animation de la soirée. Il y aura la musique. Alors, il y a des chanteurs qui vont être au bar après le souper. Exact. Qui vont faire un peu d'animation aussi avec l'équipe qui est à bord, absolument. Oui. Si les gens ne veulent pas participer, c'est correct aussi, mais oui, il y a un léger animation Ouais. à bord en tout temps. Animation et divertissement, disons-le plus comme ça, Mhm. vous avez raison. Oui, c'est ça. Plutôt que Mhm. spectacle, pour pas que les gens Ouais. pensent qu'effectivement, on a un théâtre de... hein, Il n'y a pas de théâtre. 800 places, il n'y a pas de théâtre, on est dans le grand salon. Mais moi, je trouve ça charmant. Mhm. Je trouve ça très agréable pour avoir fait très souvent les deux. Mhm. La croisière fluviale à grandeur humaine, comme nous en parlons depuis quelques minutes, Mhm. c'est vraiment... Il y a une clientèle spéciale d'abord. Et je pense que tous les gens devraient l'essayer. Même ceux qui ont l'habitude des gros navires aujourd'hui, quand on est 4, 5, 6 000 personnes, ça n'a rien à voir avec la beauté de voir, de descendre un fleuve comme le Danube ou le Rhin, et puis de vivre quelque chose complètement différent. Absolument. En fait, il n'y a rien à voir dans le sens où c'est les gros bateaux de croisière, on va être, comme vous dites, des 1000 personnes. Il y aura la file d'attente pour sortir, la file d'attente pour rentrer, les machines à X-ray, etc. Alors, on oublie tout ça dans les croisières fluviales. On rentre, on sort comme on le veut. On est en plein cœur de la ville. Alors, lorsqu'on est sur les fleuves ou les canaux, alors on a la vue, en fait, sur la côte, peu importe où on est. Aussi pour les gens qui pourraient avoir peur d'avoir le mal de mer.
Alors, ça bouge pas. On est sur les fleuves, on est sur les canaux, alors et on navigue normalement de nuit. Mais oui, non, il faut vraiment laisser de côté les gros bateaux. Ça n'a rien à voir et c'est vraiment de visiter l'Europe. Et puis aussi, on a des excursions le matin, l'après-midi, tout ça. Alors, les gens vont se coucher peut-être plus tôt parce qu'ils auront une excursion qui va partir à 8 heures le matin. Mais c'est ça, il n'y aura pas ce chaos, en fait, de grandes croisières que j'adore aussi. C'est une autre expérience. Une autre expérience, absolument. En tout cas, nous, on a beaucoup de succès avec Croisière Europe, avec ce genre de croisière. Alors, j'invite tout le monde à communiquer avec nos bureaux pour que on puisse leur offrir tout ce catalogue merveilleux que vous offrez chez Croisière Europe. En terminant, votre coup de cœur, Julie, les bateaux que vous avez faits ou les destinations, vous auriez tendance à nous proposer quoi, là, ce matin, là, votre coup de cœur? J'ai quelques coups de cœur, en fait, bateau. Malheureusement, j'ai pas encore fait une croisière au complet. Oui. J'ai fait quelques jours sur le Rhin de Strasbourg parce que j'ai passé mon temps plus à visiter les bateaux sur la Seine. En fait, j'ai fait la Seine et le Rhin pour corriger. Un petit coup de cœur de bateau, le Renoir sur la Seine. Qui est décoré aux couleurs de Coco Chanel. Et puis, sur le Rhin, j'ai le Lafayette que j'ai beaucoup aimé. Et le Victor Hugo aussi. Le Lafayette, j'ai pris également, oui, absolument. Il y a le Vivaldi, enfin, il y en a plusieurs. Ah, il y en a plein. Il m'en reste encore plein à voir. Oui. En tout cas, nous, on partira pour la prochaine fois sur l'Afrique australe. Alors, ce safari dont on a parlé. Il reste une cabine. Alors, ceux qui nous regardent, il est nolisé complètement. Il n'y a que 8 cabines. On est 16 personnes en VIP. Alors, nous sommes 14 jusqu'à maintenant. Il me reste une cabine. Alors, si vous nous écoutez ce matin et vous voulez vivre quelque chose d'unique avec Croisière Europe, cette croisière en Afrique australe, je vous invite. Et puis, il y a le Danube qui est en vente aussi, qu'on y va, et le Rhin également. D'autres croisières pour l'automne prochain, l'automne 2025. Ben, c'était très agréable. J'ai bien hâte avec Stéphanie, notre présidente directrice générale, de vous rencontrer bientôt. Probablement quand M. Grimm sera là, vous serez également à ses côtés. Présent. Merci d'avoir participé, Julie. Bravo pour ce nouveau travail, cette nouvelle intégration avec Croisière Europe. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de succès avec cette compagnie. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci, ça fait plaisir. Et au plaisir de se rencontrer. Au revoir. Au plaisir, au revoir. Au revoir. Elle est la déléguée commerciale de Croisière Europe parce qu'ils ont décidé d'avoir maintenant une déléguée commerciale au Québec parce que le marché grandit de plus en plus chez Croisière Europe. Alors maintenant, on a quelqu'un qui les représente chez nous au Québec. On va s'arrêter pour une pause, mesdames, messieurs. Restez là. On a encore plein de choses à vous présenter, et notamment notre prochain invité, qui est un auteur qui vous propose une autobiographie tout à fait particulière. Eh bien voilà, merci à mes invités, merci à vous d'avoir été là. Comme je vous ai dit, notre saison en Floride, notre saison d'hiver se termine demain. Et j'espère que vous serez là pour bien terminer. On fera un petit résumé de notre hiver ici en Floride. C'est notre dernière demain sur Télémag. Ensuite, on se retrouvera pour une autre série parce que c'est mes voyages qui commencent, mes accompagnements. Mais on terminera en beauté demain avec 2 grands artistes, dont une légende, M. Yvon Deschamps, qui est en Floride et qui sera notre invité demain pour terminer en beauté. Yvon Deschamps et Judy Richards, son épouse, évidemment. Merci à vous. Au revoir, mesdames, messieurs. À demain. Cette émission vous a été présentée par le Voyagiste de Québec et Voyagiste USA.